Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind the Cash, vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre traditionnel café du dimanche où nous faisons un tour de la macroéconomie et des grandes tendances boursières. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind the Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de me mettre des likes pour soutenir ma chaîne gratuite. Je vous rappelle également qu'il existe la chaîne Telegram que vous pouvez également rejoindre en suivant le lien qui se trouve à la description à cette vidéo. Au programme de cette vidéo, ça sera comme d'habitude la revue de la semaine boursière. Donc on va analyser qu'est-ce qui s'est passé. On va regarder les indices, qu'est-ce qu'ils ont fait nos chers indices boursiers que nous suivons régulièrement. Je vais un petit peu changer le format de ces vidéos du dimanche pour vous présenter quelques idées d'investissement en actions internationales, bon, y compris évidemment les actions françaises. Comme ça permettra de diversifier un peu le contenu et dites-moi aussi dans les commentaires si vous préférez ce format parce qu'on va du coup on va plus focaliser uniquement sur la macro, mais on va aussi parler de quelques entreprises que j'ai actuellement dans mon portefeuille et quelles sont les entreprises auxquelles je m'intéresse. Je commence traditionnellement par notre tableau de bord où nous regardons les principaux indices qui pour moi déterminent la situation économique actuelle et je veux vous rappeler que cette semaine l'événement le plus important, c'était la réunion de la BCE pour moi, comme je le disais déjà sur la chaîne Telegram dans mes précédentes vidéos, que pour moi ça sera une réunion de passage, je ne m'attendais à rien du tout de la part de la Christine Lagarde et c'est exactement ce qui est confirmé. Je fais déjà un petit reporting par rapport à cette réunion dans mes posts, donc vous pouvez en rejoignant les chaînes Telegram, vous pouvez voir que tous les matins j'essaye de vous faire une information synthétique des événements les plus importants de la journée et donc elle a réaffirmé tout simplement que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne sera maintenue malgré certaines critiques de membres de board de la BCE qui s'inquiétaient, un peu comme aux États-Unis, par rapport à l'inflation qui est en train de accélérer aussi dans la zone euro. Mais dans tous les cas, si on regarde la dynamique des taux, en fait, je vous dis toujours qu'il faut surveiller le taux long pour comprendre la situation économique actuelle, nous pouvons constater que cette semaine, les taux aux États-Unis et en Europe se sont littéralement s'effondrés. Donc là, on a perdu plus de 6% sur le 10 ans américain, on a perdu des chiffres énormes sur le 10 ans français et le 10 ans italien. Donc ça, c'est en gros, c'était la reconfirmation de la politique très accommodante de la part de la BCE, mais après, pour moi, c'était un petit peu une surprise que la réaction sur le marché des taux était aussi impressionnante. C'est tout simplement parce que visiblement, il y a eu pas certains opérateurs qui commencent à réfléchir que les idées qui circulent dans les couloirs de la Fed vont se propager à la BCE et donc du coup ils peuvent potentiellement commencer à parler de la restriction monétaire, dans ce qu'on appelle le tapering. Il y a un autre raisonnement aussi qui est bel et bien présent, que le discours de la BCE c'est souvent vu comme une entrée avant le discours de la Réserve fédérale qui aura lieu la semaine prochaine. Donc du coup si la BCE dit ça, donc il est très peu probable que la Fed va choisir une politique qui est complètement opposée. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué le dimanche dernier dans le café du dimanche. Je vous ai parlé que un des éléments qui permet d'anticiper la politique de la Fed, c'est ce que fait la BCE, parce qu'évidemment ce sont des banques centrales les plus importantes et leurs politiques sont synchronisées, et leurs politiques sont adaptées afin que les deux régions principales économiques du monde fonctionnent de manière cohérente et en respectant, on va dire en quelque sorte, un équilibre économique. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'événement majeur aura lieu la semaine prochaine, donc on attend le discours de Jérôme Powell, c'est le 16 juin, donc au milieu de la semaine prochaine, ça sera vraiment la séance principale du mois de juin. Et lors de cette séance, il y a pas mal d'inquiétudes et moi, y compris moi, donc là je suis inquiet pour cette séance, c'est pour ça que je vous disais dans la vidéo dernière que je commençais à acheter des hedges, donc protéger mon portefeuille. Cet positionnement, je veux vous rappeler un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, c'est que ce positionnement que j'ai actuellement peut paraître ambigu pour certains, mais il n'est pas tellement, parce que j'ai quand même un gros portefeuille déjà, j'ai beaucoup de profits sur pas mal de valeurs,
et évidemment, je ne veux pas le perdre, ces profits. Donc là, je ne pense pas qu'il y aura le tapering à très court terme, même si l'inflation dérape, même s'il y a tous les indicateurs dans l'économie normale qui devraient nous pousser vers une économie beaucoup plus restrictive du point de vue de la quantité de liquidité qui est fournie au marché. Donc, mais en tout cas, je pense que le tapering, si on commence à parler du tapering actuellement, ça va déstabiliser ce système et la Réserve fédérale le comprend parfaitement. Mais en revanche, la seule qui me laisse complètement perplexe, c'est comment ils vont justifier cette fois le maintien de cette politique très accommodante, le maintien des quantitative easing, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les rachats des obligations, ce qu'on appelle quantitative easing, et aussi les taux à zéro. Donc là, le remontée des taux, on ne parle même pas. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les médias économiques aiment bien de parler de la remontée des taux futurs. Mais en tout cas, avant de remonter les taux, évidemment, il faut d'abord arrêter les programmes de quantitative easing. Donc je crois ni l'un ni l'autre. Donc autant je peux croire que le discours de Jerome Powell envers le quantitative easing pourrait changer, en disant que probablement il faudra revoir les quantités, là en fait peut-être réduire le montant qui est fourni au marché. Mais même ça va être considéré, ça va être pris très mal par les marchés. Peut-être à court terme, cette pilule sera avalée, le marché va le considérer comme une bonne nouvelle, comme la nouvelle moins pire, et continuer à faire encore un sursaut sur le marché. Mais en tout cas, je pense que nous arrivons à une certaine finalité de cette politique monétaire, et que pour le monde d'après, le monde post-Covid, le monde post-ouverture, même si j'essaye de me positionner comme un optimiste que la réouverture et Covid, on va l'oublier, c'est quand même, ça me paraît quand même assez challenging, parce qu'il faut proposer des nouveaux schémas. On ne peut plus continuer à juste en imprimant de l'argent, de faire monter l'économie et ne faire que stimuler les marchés financiers. Donc cela veut dire que les banques centrales et les gouvernements, mais cette fois je pense que c'est au gouvernement, c'est le temps de jouer. D'ailleurs, Mario Draghi, le ex-président de la BCE, il disait toujours que ok, moi je crée des conditions monétaires accommodantes, mais après c'est les politiciens qui doivent faire des réformes pour créer des conditions favorables pour que l'économie se développe. Mais là, je suis absolument d'accord avec lui, je ne suis pas toujours d'accord avec Mario Draghi, mais sur ce point, je suis parfaitement d'accord que maintenant, il faut un nouveau guideline. Et historiquement, parce que je m'intéresse quand même pas mal à l'histoire, je sais que les politiciens, malheureusement, ils n'agissent que quand il y a des problèmes. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre la prochaine crise pour que les politiciens commencent à se mettre autour de la table et prendre les décisions qui peuvent transformer le modèle économique dans lequel nous évoluons actuellement. J'ai déjà enregistré une vidéo il y a assez longtemps, déjà une vidéo un petit peu plus philosophique sur les modèles économiques capitalistiques, socialistiques. Donc là, mon avis que dans l'avenir, en fait, je voulais dire à long terme, c'est probablement pas si long terme que ça, parce que je pense que le besoin de transformation économique, il est déjà bel et bien présent dans le système. Je pense que ces transformations vont se faire sur quelques années, donc il ne faut pas attendre des décennies pour que les changements arrivent. Je pense que nous allons avancer vers un système plus social. Quand je dis plus social, il ne faut pas nécessairement me interpréter dans les termes franco-français, parce que ce n'est pas nécessairement ce que propose le Parti socialiste. En gros, je veux dire que c'est le système qui permet d'accepter les mutations, notamment technologiques, dans le monde actuel, où l'intervention humaine est de moins en moins nécessaire. Donc, évidemment, il y aura le phénomène de télétravail qui va s'installer plus largement dans les économies développées. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte si on regarde dans le monde du futur économique. Et tous ces phénomènes, il faudra s'adapter, il faut que le système capitalistique, ou l'appelons comme on veut, devrait s'adapter à ce phénomène, que par exemple, beaucoup de travail, surtout non qualifié, pourront être à terme remplacés par des machines, par des ordinateurs, etc. etc. Donc, bon, tout ça, c'est du long terme. En fait, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse de temps en temps des vidéos un petit peu comme ça. Je pense que c'est assez intéressant parce que ça permet d'ouvrir les débats assez, déjà assez intellectuels, c'est ce qui déjà, ça fait plaisir, que chacun s'échange sur leur point de vue. Est-ce que le système actuel est fiable? Est-ce que le système plus socialiste. En fait, j'aime pas trop utiliser les mots qui font des débats et qui peuvent être mal interprétés, mais en tout cas, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et quelle est votre vision du monde des transformations qui peuvent venir? C'est pas une vision purement idéalistique, mais concrètement, qu'est-ce qui peut changer dans les années proches? Parce qu'évidemment, le monde change. Le Covid a changé notre monde. Donc déjà, on voit que de plus en plus d'entreprises acceptent le télétravail. Donc ça, c'est un sondage que j'ai lancé
sur Telegram ou sur la chaîne il y a quelques semaines. Et effectivement, je dois constater que quelque part j'avais tort, c'est que même en France, la France où les changements de ce type arrivent avec un certain délai, d'habitude, donc que dans les pays anglo-saxons par exemple, déjà en France il y a de plus en plus de télétravail qui est accepté, ça peut créer des mutations sur le marché de l'emploi, ça peut créer des mutations sur le marché immobilier, etc., etc., de la manière comment on consomme évidemment, donc ça donne plus d'avantages aux commerçants en ligne. Donc ça, ce sont des choses que je pense que vous le savez, vous comprenez parfaitement, et probablement ça serait un sujet intéressant à débattre sur la chaîne Mind You Cash. Comme d'habitude, j'étais très bavard, donc je vais aller plus vite pour voir les autres indices. Donc je ne vais pas trop faire l'analyse technique aujourd'hui parce que, ok, Nasdaq elle a pris 1,6% cette semaine, beaucoup moins sur S&P, mais tous ces mouvements, c'est ridicule par rapport aux attentes envers la réunion de la Réserve fédérale. S'il y a des mauvaises nouvelles, toutes ces hausses, entre guillemets, s'effaceront très facilement. Et comme je disais dans le Telegram, que pour moi, toutes les séances de cette semaine se ressemblent. En fait, on s'ouvre en légère hausse, après on passe en légère baisse, et finalement, on finit en équilibre. Donc, toute cette performance en 1,6, elle était faite plus ou moins le jour quand la Fed s'est réunie, Christine Lagarde à reconfirmer que la planche billet sera toujours là. Donc je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la semaine précédente, même si le marché ne me donne pas raison pour le moment, parce que je m'attendais quand même à une certaine correction avant la Fed pour intégrer effectivement cette éventualité d'une tempering, mais pour l'instant le marché n'y croit pas. Un autre indicateur qui ne me donne pas raison non plus, c'est l'indice VIX, c'est l'indice de la peur. Je rappelle de temps en temps que la structure de cet indice, que c'est en fait une position straddle sur les options sur le futur S&P 500, donc ça me paraît être un peu compliqué quand je dis comme ça, mais en gros ça représente la volatilité implicite des marchés américains par rapport à l'échéance du futur S&P 500 le plus proche. Donc je vous rappelle que d'ailleurs je suis en train de travailler activement sur un groupe, un club Option Invest que je vais lancer cet été. Donc, pour l'instant, je m'approche à la fin, parce qu'à chaque fois je dis que je suis proche à la fin, mais encore et encore j'ai des sujets à évoquer. Les options, c'est un sujet super intéressant. Je pense que ceux qui veulent vraiment devenir professionnels en bourse, surtout maintenant d'ailleurs, parce que vous savez que les options deviennent de plus en plus, je ne vais pas dire le mot populaire, mais ça devient de plus en plus un instrument, le seul instrument qui pourrait vous permettre de trader avec des probabilités en votre faveur. Donc du coup, gagner systématiquement avec un grand nombre de trades. Ça devient de plus en plus difficile avec des marchés efficients actuels, un marché très liquide, pour créer des probabilités qui sont en faveur pour que vous puissiez gagner systématiquement. Et les options, ils le permettent de le faire toujours. Donc ça, je pense que cette formation, il ne faut pas la sous-estimer. En fait, ce ne sera pas vraiment une formation, ça sera un club où il y a une formation et après, il y aura tout un tas d'autres contenus que je vais enrichir au fur et à mesure. Voilà. Donc l'indice VIX, pour l'instant, l'indice VIX me donne tort, mais l'indice VIX n'est pas un indicateur avancé. C'est ce que je dis toujours, c'est que l'indice VIX, il constate ce que se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le calme sur le marché, donc l'indice VIX reflète ce calme. Donc 15,6 avant la réunion de la Fed, moi je trouve que c'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Pour moi, c'est quand même quelque chose assez étonnant. Je pense même de reprendre l'ETF VIX probablement le jour de la réunion de la Fed. Bon, à voir. J'aime pas trop les ETF de ce type parce qu'ils ont une structure très particulière et pas toujours en faveur d'un investisseur. D'ailleurs, on m'a posé beaucoup de fois la question pourquoi je ne fais pas un portefeuille des ETF, des sélections des ETF. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que moi, je trouve que l'investissement ETF est trop simple pour en parler, parce que j'ai du mal un petit peu à imaginer de quoi je veux parler, parce que l'ETF, c'est un investissement passif. En gros, vous ne prenez pas la décision de stock picking, vous ne faites pas l'analyse des entreprises, vous achetez les grands paniers des actions, mais quand même, dans cette vidéo, je repose la question à vous, donc si ça vous intéresse que je fasse un portefeuille ouvert où je fais une sélection des ETF, entre autres peut-être les ETF éligibles au PEA. Donc si ça vous intéresse, je peux le faire, mais dans ce cas-là, je ne vais pas nécessairement respecter mon, on va dire, commitment de Mind You Cash que ceux que j'expose ici, j'investis moi-même. Donc c'est le cas pour les deux portefeuilles que vous pouvez trouver sur la chaîne, portefeuille rentier et portefeuille PEA. Mais pour ce portefeuille, je ne pense pas que je vais acheter tous ces ETF. Mais en tout cas, je peux vous faire une sélection, la publier, faire des vidéos de temps en temps
sur les ETF que moi je pourrais acheter si j'étais intéressé par ce type d'investissement. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Si beaucoup de personnes s'intéressent à ça, dans ce cas-là, ça ne me dérange pas de le faire. Comme ça, on aura une nouvelle rubrique de ETF où je vais vous faire une sélection. Mais précisez aussi, s'il vous plaît, si ça vous intéresse les ETF PEA ou bien les ETF internationaux ou les deux. Éventuellement, je peux faire 2 groupes d'ETF. Voilà, donc je pense que c'est tout. Je ne vais pas trop m'arrêter sur le tableau de bord. En gros, le petit résumé, c'est que les taux et le VIX, on ne me donne pas la raison parce que là, c'est le calme total, donc tout le monde est tranquille, personne n'a peur du discours de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Donc du coup, le consensus, c'est que Jerome Powell va réitérer ses propos en disant que non, l'inflation sera du temporaire, mais pour moi, il ne va pas éviter les questions difficiles. Qu'est-ce qu'il va faire si jamais, dans tel scénario, si l'inflation dérape? Mais dans ce cas-là, bon, on va voir. Moi, j'ai décidé de prendre des protections. Peut-être j'ai tort, mais mon portefeuille, quand même, comme je vous ai dit déjà, il devient assez important et je ne veux pas reperdre mes profits sur certaines valeurs, notamment d'ailleurs des valeurs qu'on va évoquer tout à l'heure. Ça, c'est un changement que j'ai apporté dans cette vidéo. Je vais vous parler de ceux qui a bien monté, ceux qui a baissé et ceux qui m'intéressent. Maintenant, on va faire un petit tour sur le calendrier économique, les indicateurs macro qui ont été publiés cette semaine. Ben, encore une fois, tout est inflationniste. Donc, les ouvertures des postes aux États-Unis, ça, c'était plus que prévu, comme d'habitude. Donc, ça c'est un indicateur inflationniste, et un autre indicateur inflationniste, le core CPI, qui était attendu largement le jeudi dernier. Il est ressorti presque 2 fois plus important qu'attendu par les analystes. Donc ça reconfirme que le problème est là. Donc, et qu'est-ce que va faire la Fed? Peut-être le positif des marchés, c'est justement jeudi quand les marchés ont monté le plus. C'était aussi par rapport à cette statistique de l'emploi qui est ressorti légèrement, mais vraiment chouïa inférieur aux attentes, mais vraiment rien de significatif, sachant que les attentes étaient quand même assez agressives. Donc, et là, ça peut être donné aussi du positif pour les marchés financiers, parce que maintenant, le marché financier, il s'attend que les choses vont mal pour que Jerome Powell garde sa planche à billets et l'argent facile. Un autre indicateur que je vous montre de temps en temps, qui est cette fois l'indicateur avancé, contrairement au VIX, c'est le rapport entre cuivre et l'or. Donc le cuivre, c'est un métal industriel, et l'or, c'est un métal qui est utilisé souvent pour les protections contre les différents malheurs du monde. Et là, depuis un certain temps, on suit la progression de cet indice. Pour moi, c'est assez intéressant parce que, effectivement, quand ce rapport a une tendance haussière, dans ce cas-là, on attend la reprise, on attend une forte croissance et on attend évidemment l'inflation qui arrive. Donc, cet indicateur macroéconomique, qui moi j'utilise quand même assez régulièrement pour anticiper justement les tendances, il nous démontre l'inflation, la reprise. Après, la question centrale, est-ce que cette reprise sera de courte durée? Parce qu'évidemment, pendant la crise du Covid, il y a eu beaucoup de secteurs qui ont souffert, donc il n'y a pas de raison que cette inflation devient durable ou cette croissance devient durable, parce que voilà, donc l'économie a profondément changé. Et donc quel sera le nouveau monde économique? Ça, c'est une question assez intéressante à se poser, que j'ai proposé aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on en discute de ça sur la chaîne et on s'échange des idées. Voilà, donc en tout cas, cet indicateur que moi je trouve un des plus efficaces nous montre que l'inflation sera là. Et donc pour l'instant, les attentes de Jerome Powell ne se confirment pas dans les différents indicateurs qui sont publiés et dans les indicateurs avancés que moi j'utilise. Voilà, maintenant je passe à une nouvelle sous-rubrique de cette vidéo Café du dimanche où je vais parler des sociétés concrètes. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée ou vaut mieux que je reste centré sur la macro. Donc la première valeur que je voudrais parler aujourd'hui, c'est Biogen. Donc ça, c'était la star de la semaine, donc parce que enfant il a eu l'approval de la FDA pour son traitement contre la maladie Alzheimer. Donc il devient bel et bien la première société qui propose les traitements contre cette maladie vraiment affreuse. Donc là je suis fier de 2 points de vue. Donc 2 points de vue boursiers, évidemment, parce que là j'étais investi, je vous disais déjà depuis un certain temps que c'est une valeur assez intéressante qui a beaucoup de potentiel. Et dans le deuxième temps, je suis très fier qu'enfin j'étais investi dans quelque chose qui change le monde et qui quelque chose apporte du bien dans ce monde. Donc en tout cas, je ne suis pas un expert, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ces médicaments, mais je vous avoue que
C'est toujours le cas, hein. En fait, quand il y a un traitement qui sort, quand il y a un médicament qui sort, quand il y a un vaccin qui sort, il y a tout le temps des critiques, il y a tout le temps des théories de complot, certains qui disent que voilà, ça fait juste pour ça, ça et ça, c'est pour gagner de l'argent. C'est sûr que c'est pour gagner de l'argent, mais ça c'est un exemple quand le capitalisme crée de la valeur pour la société. Donc on ne peut pas nier que évidemment la médecine d'aujourd'hui est meilleure que la médecine il y a 50 ans, ou même encore plus il y a 100 ans. Donc, et ça crée effectivement aussi en quelque sorte grâce à la cupidité des investisseurs, cupidité des capitalistes qui ont créé ces entreprises. C'est peut-être pas bien, peut-être, mais en tout cas le résultat est là et voilà, nous avons le premier médicament contre maladie Alzheimer qui est maintenant peut être commercialisé. Donc ça c'est vraiment une superbe nouvelle pour Biogen et donc là si on regarde le graphique on peut voir ce que ça fait. On avait beaucoup parlé sur la chaîne Telegram évidemment le jour que quand cette hausse s'est produite. Donc là on est passé à de 280, je ne sais plus à combien on était quand le jour de l'annonce et là on est passé directement à 480, donc ça arrive assez souvent en fait. Franchement quand vous investissez dans les biotech, j'en ai déjà fait plusieurs vidéos sur les biotech, si je reviens que la volatilité elle est normale pour les biotech, donc chaque fois parce que vous tradez le pipeline en fait. En réalité quand vous investissez dans ce type de valeur, vous tradez clairement le pipeline. Il faut suivre les entreprises qui ont le plus de médicaments dans la troisième phase du pipeline. Donc d'ailleurs il y a un site auquel j'aimerais bien m'inscrire. Et un jour, quand je vais peut-être créer un autre club pour tout ce qui est gestion de portefeuille, je vais prendre tous les abonnements. Et c'est un site qui permet de déjà lister de manière assez synthétique les différentes entreprises qui, par leur pipeline, par les médicaments, par les maladies qui sont, dont les traitements, ils font des recherches. Et ensuite, ils font des analyses pour estimer la probabilité que tel ou tel médicament serait autorisé par la FDA. Bon, on ne paye pas que FDA, évidemment, par l'organisation européenne équivalente. Et donc là, je pense que ça, c'est un abonnement que je vais prendre pour mieux sélectionner les biotech dans le portefeuille diversifié. Je vous rappelle également que quand vous investissez dans les biotech, il faut toujours rester diversifié. Et donc, pour avoir la diversification la plus optimisée et viser justement les valeurs qui ont le plus de chances de voir leurs médicaments autorisé pour la commercialisation. Donc ça, c'était le cas, heureusement, pour Biogen. Donc vous voyez que en novembre dernier, on a déjà eu cette situation. Donc, mais ensuite, cette hausse s'est pas confirmée. Donc du coup, on a reperdu tout le spike que vous voyez sur votre écran. Mais en revanche, cette fois-là, ça devrait être bon parce que là, c'est déjà autorisation officielle. Et donc du coup, moi, je m'attends pas que Biogen rebaisse. Donc en fait, mon point de vue sur Biogen, donc là, on va revenir sur le pipeline. Donc ils ont quand même un pipeline assez riche. Vous voyez qu'il y en a plein de médicaments qui sont sur la phase 3 et ils ont déjà un grand nombre de produits qui sont déjà commercialisés. Ce que fait de Biogen une entreprise assez bien implantée, donc ça c'est une des plus grosses biotech, évidemment, c'est normal, et c'est une entreprise qui est beaucoup plus sécurisée que les petites biotech qui sont centrées uniquement sur un seul ou deux, trois produits. Donc il faut vraiment bien distinguer des différentes catégories des grosses biotech comme Biogen ou Gilead, et les petites biotech qui sont vraiment spécialisées dans quelque chose. Bon, maintenant, si on regarde les ratios de Biogen, il n'est pas très cher. Ce qui est assez intéressant que, contrairement à beaucoup de biotech de ce secteur, Biogen n'est pas super cher, même au cours actuel. Donc, il n'est même pas 21% de PER. Et aussi price to sales proche de 5, bon, ça peut être vu comme beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça. Donc vous voyez que les marges sont juste énormes. La marge brute à 85% et demi, c'est juste énorme. La marge nette est énorme. Donc les rentabilités sont juste de la folie, c'est vraiment ça fait rêver. Mais en tout cas, vous voyez, ils ont en décroissance en moyenne sur 5 ans sur les... non, ça c'est l'année dernière. Sur 5 ans, ils sont en croissance, mais il n'est pas phénoménal. En fait, vous savez que pour Biogen, il y a un souci, en tout cas jusqu'à cette annonce, il y avait ce souci, qu'il avait du mal à faire la concurrence avec des médicaments génériques. Donc beaucoup de produits de Biogen qui étaient plus chers étaient presque aussi efficaces comme les génériques qui sont beaucoup moins chers. Donc du coup ça crée un petit peu de tensions sur les cours et c'est pour ça que j'étais, on va dire, assez neutre sur Biogen et ma position sur Biogen n'était pas vraiment la position sur les produits qu'elle propose déjà. Donc c'était plus dans l'avenir parce que je m'attendais justement de cette autorisation de la FDA et aussi
Et aussi, je savais qu'il avait quand même du cash flow et de la rentabilité présente. Mais c'est pas sur cet état des choses actuel que je visais, mais c'était surtout sur l'avenir de Biogen avec ces nouveaux traitements qui sont dans la phase 3 et maintenant, justement, cette énorme nouvelle sur le médicament contre la maladie Alzheimer, ce qui rend cette entreprise la entreprise de croissance. C'est ça le message que je voudrais vous passer aujourd'hui, que maintenant, le profil de Biogen passe d'un profil d'une société stabilisée qui a sa tendance, on va dire calme, qui peut passer vraiment dans un profil d'une société de croissance, évidemment avec un peu plus de volatilité, et aussi avec beaucoup plus de perspectives évidemment que les marchés devront pricer. Donc la conclusion, c'est que moi je reste investi dans Biogen, évidemment parce que moi je gère les risques, pour moi les gestions de risques, je vous répète toujours que c'est principal. Moi j'ai réduit la position pour garder 1,5% dans mon portefeuille d'exposition. Je vous rappelle également que le principal point sur la gestion de risque, c'est l'allocation de vos actifs. Pour Biogen, pour moi je ne veux pas être exposé à plus de 2%, 2,5% pour une entreprise comme ça. Actuellement, je suis entre 1,5 et 2, je ne sais plus combien exactement, et donc du coup, j'ai réduit ma position parce qu'après la hausse de cette semaine, je me suis retrouvé à presque 5%. C'est la même exposition que j'ai actuellement pour Roche. Et vu que Roche, pour moi, c'est quand même beaucoup moins risqué comme investissement, et d'ailleurs, ils ont aussi des produits de ce type. C'est vraiment une entreprise, encore une fois, je vous répète dans toutes les vidéos que c'est une entreprise vraiment excellente dans le secteur de pharma, mais pour moi, c'est pas du tout le même profil. Donc du coup, évidemment, je peux pas me permettre de m'exposer au Biogen à la même hauteur que je m'expose sur Roche. Voilà. Bon, donc dans tous les cas, voilà, quand on regarde ici l'analyse technique, il ne faut pas non plus trop faire attention sur ce dépassement, sur ces divergences, sur ce dépassement de la zone de RSI, parce que le profil de l'entreprise, pour moi, est en train de changer. Peut-être je me trompe, après, ça c'est la question de point de vue, parce qu'en tout cas, mon point de vue, c'est que l'entreprise, là, quand même, qui passe d'un profil vers un autre. Donc, quel sera notre profil? Déjà, clairement, pour moi, il n'y aura pas de cette baisse que nous avons vue l'année dernière, donc parce que là c'était des rumeurs, c'est sur des rumeurs il y a eu cette flambée des titres. Maintenant c'est plus les rumeurs, c'est des faits, et on a le titre a flambé, et maintenant je ne vois pas des raisons pourquoi on devrait retomber sur les précédents cours. Donc du coup je pense pas qu'il y ait un risque réellement de cette rechute vers ces niveaux habituels des dernières années. Voilà, donc ça ce qui concerne Biogen. Et maintenant, deuxième valeur que j'adore et que j'ai dans mon portefeuille, et c'est une de mes convictions que j'ai depuis quelques temps déjà, c'est CRISPR. C'est la technologie CRISP de édition de génome. Je pense que si vous me connaissez déjà depuis un moment, je pense que vous savez déjà parfaitement de quoi s'agit-il. C'est une technologie méga prometteur. C'est une technologie qui fonctionne déjà. Après, il n'a pas encore gagné le marché. C'est une technologie très contestée, on va dire, parce que effectivement l'édition de génome, ça encore plus que le traitement contre la maladie d'Alzheimer, ça crée des rumeurs un peu existentielles. Donc en tout cas, je continue à croire dans cette entreprise, même si les profits, selon les analystes, les profits stables sont attendus que dans 2024-2025. En tout cas, mais quand on sera là, l'action pourrait déjà coûter beaucoup plus cher. Donc je reste investi. J'ai quand même une relativement grosse position par rapport à ce secteur, parce que généralement pour des entreprises de ce type, je ne m'expose pas à plus d'1%. Là je suis sur CRISPR, je suis un peu au même niveau comme Biogen, un tout petit peu moins probablement, mais ça c'est vraiment une entreprise, c'est un leader qui obtient les droits sur cette technologie de CRISPR, et moi je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas continuer la hausse. Donc là il a les points pivots sur le chemin technique, c'est autour de 35,80, 135, 138 pour entamer la hausse et retester les plus hauts qui étaient à 220. Donc évidemment, ça fait rêver un petit peu parce que ça fait presque doubler le titre. Mais n'oubliez pas que c'est un titre volatile. Donc là, vous pouvez voir le profil de la valeur. Donc ça, c'est clairement une valeur de croissance. Et donc là, on a vu les plus hauts. C'était en janvier 2021, donc après ça a rechuté avec la correction dans le secteur général. Mais en tout cas, il ne faut pas se faire peur parce que cette chute, elle est presque normale. Après la hausse, quand même, il a fait X fois la mise. Et moi,
point d'entrée, il était à 56 $, je crois. Donc après, je suis rentré plusieurs fois, je suis sorti, mais en gros, en moyenne, j'ai à peu près à tour de 56-60 $ de PRU sur cette valeur. Donc pour moi, vraiment, je vois toujours du potentiel, je garde à très long terme CRISPR. Pour être honnête, je regarde même pas cette ligne. Et donc, chaque baisse de titre CRISPR, pour moi, c'est une opportunité. Parfois, je joue la spéculation, donc pour être honnête, donc là, je fais un vilain spéculateur parfois sur cette valeur. Quand elle atteint les cours proches de 100 $, parce qu'ici, vraiment, il y a des supports très puissants, autour de 98 à 100 $. Franchement, si ça rebaisse vers là-bas, je vais tenter les positions spéculatives, donc soit en direct, soit avec des options. Les options call, j'utilise pour ce type de spéculation, ce type de positionnement. Voilà, dans les autres idées d'investissement pour cette semaine, je voudrais vous parler du secteur de voitures électriques. Donc c'est pas nouveau, c'est pas original, mais il y en a une valeur qui ne cesse pas de monter dans mon portefeuille que je n'ai pas beaucoup parlé, c'est Li Auto. C'est un spécialiste des 4x4 électriques chinois, donc ça c'est un petit peu le concurrent de NIO. Bon, après je ne sais pas s'ils sont vraiment concurrents parce que là ils se positionnent sur le segment des CUV réellement, et cette valeur elle ne cesse pas de flamber. Franchement, là je l'ai acheté, bon je l'ai pas acheté au plus bas évidemment, mais actuellement je dois être à 50%, mais ça c'est sur quelques semaines, donc évidemment ce sont des valeurs très volatiles, et on va voir qu'est-ce que ces valeurs représentent réellement. On va comme d'habitude commencer par les ratios fondamentaux, et on va comparer ces ratios par rapport aux ratio de ses concurrents. Donc PE, donc cela veut dire PE n'est pas mentionné, cela veut dire que la société est en perte, donc ça c'est normal pour ce secteur de toute façon. Donc price to sales, 13 ans de chiffre d'affaires à la valoriser. Donc, mais le problème, c'est au contraire, c'est une bonne nouvelle que le chiffre d'affaires elle est attendu à la hausse. Donc on s'attend que le chiffre d'affaires va croître, et donc du coup ce chiffre va diminuer. Et donc pour moi c'est tout à fait normal pour ce secteur, même si là vous voyez l'industrie, mais cette industrie elle inclut aussi des voitures traditionnelles, donc évidemment c'est pas comparable. Donc là on va comparer ce ratio par rapport à NIO, par rapport à Tesla, et par rapport, je vais aussi mentionner Nikola, même si c'est un cas un peu particulier. Ensuite au niveau des marges, donc les marges dans ce secteur, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est pour ça que je ne pense pas que je serai investi à long terme. C'est de 17%, vous voyez, marge brute, c'est quand même très peu, hein. On vient de voir les marges pour les biotech. C'est quand même différent. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que les marges que ces sociétés peuvent dégager potentiellement avec leur business model, elle est quand même assez faible, voire très faible. Donc du coup, vous pouvez pas espérer grand-chose de ces entreprises, même à long terme, parce que le business model en lui-même, bon, il est bien, c'est futuriste, c'est très bien pour la nature. Bon, pour la nature, encore, c'est un débat assez particulier, je vais en parler dans le sujet de Tesla, mais en tout cas, les marges ne sont pas là. Il faut vraiment bien comprendre que ce n'est pas les entreprises qui vont cartonner pendant des décennies. Voilà, si nous regardons l'analyse graphique sur Li Auto, donc franchement, on a encore de la marge. Donc là, le graphique il ressemble un petit peu à CRISPR, ce qu'on vient de voir, même si évidemment le secteur n'a rien à voir. Donc là, on a vu vraiment un spike énorme à la fin de l'année dernière, au début de cette année, qui s'est écroulé après littéralement. Pour atteindre son plus bas au 14 mai. Donc je ne sais plus à combien je l'ai acheté, je suis sorti, j'ai une position peut-être même pas 1% sur cette valeur. C'est que, encore une fois, pourquoi même pas 1% sur une valeur assez prometteuse? Tout simplement parce que, comme je viens de vous dire, je ne crois pas que ce secteur va dégager des marges super importantes. Donc du coup, je ne peux pas me permettre d'aller aussi agressivement comme sur CRISPR ou comme sur Biogen. Parce que là-bas, je vois les marges brutes. Les marges brutes, pour moi, c'est un indicateur très important parce que ça montre le potentiel. Ici, le potentiel n'est pas là. Et vous allez voir que dans les autres entreprises, c'est pas le cas non plus. Et donc, mais en tout cas, techniquement, je ne vois pas que sur le hype, pourquoi on ne pourrait pas se permettre de voir une avancée vers les plus hauts historiques et rejoindre les 46-47. Ça fait encore une fois doubler. Donc là, du coup, je pense que je peux facilement voir X fois la mise. Donc, je ne sais pas combien de fois ça sera. Mais, et en tout cas, la tendance haussière, elle est clairement déterminée. Après, si la Réserve fédérale ne casse pas cette tendance avec leur tapering, etc., qui va forcément affecter tous les actifs hype dont Li Auto fait partie, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi cette hausse devrait se terminer et qu'on voyait les hausses et les baisses sur cette valeur sont très agressives. Donc là, je ne vois pas pourquoi on devrait s'arrêter si jamais Jérôme Powell nous rassure. Je vais faire un tour un peu plus rapide, comme ça on va pouvoir tout voir. NIO, donc ça je sais que vous aimez bien cette valeur, moi aussi.
Donc ça, c'est un concurrent du Tesla, clairement, un concurrent chinois. Et nous allons comparer les ratios par rapport à ce qu'on vient de voir pour Li Auto. Donc vous voyez que c'est assez proche quand même. Donc ça, c'est 16 fois le chiffre d'affaires. Donc c'est 16 ans. Mais encore une fois, NIO, c'est encore plus. Ils sont entendus à le chiffre d'affaires à la hausse. Et donc, c'est une société très prometteuse. Mais moi, je ne l'ai pas dans mon portefeuille. Peut-être malheureusement, parce que j'aimerais bien avoir une valeur NIO dans le portefeuille. Je n'ai pas réussi de l'acheter au bon moment. Mais en tout cas, si nous regardons l'analyse graphique, c'est un peu comme pour Li Auto, parce que bon, évidemment, c'est le même secteur, c'est le même fonds qui investissent, donc les tendances sont exactement copiées-collées. Donc là, franchement, quand je regarde le graphique, je vois même pas la différence. Je pourrais rester sur Li Auto, ça ferait la même chose. Donc là, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas encore doubler sur cette valeur et revenir vers des niveaux. Donc ça, c'est un peu moins que doubler. Pour les niveaux qu'on a vus au plus haut au début de cette année. Voilà, donc ça c'est en février 2021. Donc là, je pense que si Jérôme Powell va nous rassurer, je vais probablement prendre un petit peu des titres de NIO, pourquoi pas, bon, ça sera peut-être un peu tard, mais autant de faire pour avoir un petit peu de diversification dans ce secteur. Ensuite, je vais pas regarder les grosses... vous voyez les marges, encore une fois, c'est même moins que Li Auto. Donc 15, même pas 16% de marge brute. Donc c'est quand même un peu bizarre. C'est un peu bizarre d'investir dans les valeurs dont le potentiel est quand même aussi faible. Tesla. Donc Tesla, bon là, il ne faut pas les présenter, ça c'est notre cher ami Elon Musk. La différence entre Tesla et NIO, et Li Auto évidemment, c'est que quand même le PE, même s'il reste énorme, donc là il a déjà été divisé par 2, donc là on l'avait vu à 1002 je crois il n'y a pas longtemps. Price to sales reste presque le même que pour NIO Auto. Donc pour moi au niveau de price to sales elle n'est pas chère, mais en revanche cette société n'est plus déficitaire, ça c'est quand même important. Je pense qu'on est d'accord que c'est quand même important, même si aujourd'hui on ne pense pas trop à l'argent parce que l'argent est trop facile, elle est offerte par le système financier gratuitement. Mais en tout cas, dans la valorisation de Tesla par rapport à la valorisation de NIO, il ne faut pas ignorer le fait que Tesla gagne déjà de l'argent. Elle ne gagne pas beaucoup, mais elle gagne quelque chose, contrairement aux deux précédents. Donc, ça peut être un argument en faveur de Tesla. Bon, c'est rare que je parle en faveur de Tesla. Tesla se positionne comme une haut de gamme, et donc du coup, vous voyez qu'un peu la marge brute, elle est légèrement supérieure, mais ça reste ridicule. Donc, vous pouvez payer, si vous payez genre 16 ans de chiffre d'affaires pour après la rentabilité, la marge brute de 21%, pour moi c'est quand même assez discutable comme positionnement. À court terme peut-être oui, mais à long terme je ne vois pas ces valeurs faire partie de mon portefeuille durablement. Donc là on voit que les entreprises ont commencé à gagner de l'argent, donc du coup les ratios de rentabilité sont passés en positif, donc ça c'est très bien. Et bon, la croissance, évidemment, elle est énorme parce que, on va dire, ça c'est l'effet de base. Elle ne vendait rien, maintenant elle a commencé à vendre quelque chose. Voilà, donc ça c'est pour Tesla. Je vais regarder aussi l'analyse graphique. Bon, graphiquement parlant, c'est plus compliqué. Il y a aussi le phénomène de Ark Capital et Cathie Wood qui détient un gros stake dans Tesla. Il y a d'autres fonds qui investissent également, de tous les fonds qui sont spécialisés sur la société de croissance long du Tesla. C'est une société hype et elle n'est clairement pas sur une tendance haussière, plutôt l'inverse. Donc du coup, pour l'instant, moi je ne pense pas d'acheter Tesla, je suis plus concentré sur les valeurs chinoises dans ce secteur qui sont en tendance haussière. Et je vous rappelle aussi que je pense qu'à long terme, le vrai leader des voitures électriques, ça sera Volkswagen. Ça, c'est mon avis personnel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, dans le secteur européen, dans les pays occidentaux, ça va être compliqué de devenir un leader incontestable de ce secteur. Je ne pense pas nécessairement que Tesla va être ce leader. En revanche, en Chine, c'est un autre marché. Et donc en Chine, je vois plus certaines valeurs dominer le marché domestique. Et je vous rappelle que le marché domestique chinois, il est quand même énorme. Et donc du coup, moi, je privilégie dans ce portefeuille des valeurs chinoises. Donc Tesla, pour moi, c'est quand même quelque chose assez compliqué à investir en ce moment. Je vais vous montrer mes Nikola, donc ça c'est un peu plus rigolé. Là on rentre dans une autre catégorie des entreprises un petit peu arnaque. Nikola, si je regarde, vous savez quand ils ont essayé de se rapprocher avec GM, ce rapprochement a été vite annulé parce que les analyses de GM, ils ont vite découvert que tout ce que cette entreprise a dans leurs actifs, c'est des présentations. Donc je me rappelle que c'est un spécialiste entre guillemets, hein, tout ce que je dis sur Nikola c'est entre guillemets. Donc il se prétend de devenir un jour un spécialiste des tracks, des poids lourds électriques. Et donc là, vous voyez, price to sales aujourd'hui, ça, je ne sais même pas combien de chiffres il y en a, donc il y a bientôt 200 000 ans, il faut attendre, donc j'espère qu'on va vivre longtemps pour voir que Nikola devient une vraie entreprise. Et la marge brute,
Je sais pas comment les calculer d'ailleurs pour ce type d'entreprise, ça me rend un peu perplexe. Mais en tout cas, on va croire que c'est presque 17% de marge brute. Mais bon, en tout cas, cette entreprise, elle n'a rien du tout. Après, si vous voulez participer dans les hype quasi arnaques et les scams, dans ce cas-là, probablement, on peut spéculer sur certaines choses. Mais je vous invite de le faire avec des options pour ne pas vraiment voir votre compte s'effondrer. Donc du coup, Nicolas, pour moi, c'est juste pour vous dire que si vous êtes investisseur, c'est pas l'actif, c'est l'actif qu'on peut supprimer facilement dans notre shortlist. Voilà. Et maintenant, j'aimerais bien vous parler d'une action que moi je trouve vraiment une opportunité incontestable. C'est l'action Alibaba. Alibaba, c'est un Amazon chinois. Donc là, je trouve que cette entreprise, vraiment, elle est pas chère. Elle est sur un secteur de futur. Bon, c'est copier-coller. C'est un peu comme Baidu, c'est un copier-coller de Amazon. Et les ratios sont juste excellents. Et aujourd'hui, le marché nous propose cette entreprise à des prix vraiment très abordables. Donc 24, même pas 25 PE pour une entreprise du futur, 5 ans de chiffre d'affaires pour une entreprise très rentable, la marge brute, et en plus c'est du retail, vous voyez, donc c'est du retail quand même, les marges brutes normaux pour le retail, elles sont quand même assez faibles. Quand on voit 41%, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Les rentabilités sont énormes, donc ça c'est vraiment une entreprise très rentable. Mais encore une fois, il y a de la politique, il y a beaucoup de politique autour d'Alibaba, donc de Jack Ma, etc., etc. Maintenant, les choses semblent se calmer. Il y a son concurrent JD.com. Moi, pour être honnête, j'ai les deux dans mon portefeuille. JD.com performe très bien. JD.com, il est encore moins cher d'ailleurs, mais les fondateurs de JD.com sont plus proches au parti. Alibaba, il est quelque part je ne veux pas dire en opposition, mais en tout cas, il est plus... il a les relations plus tendues avec le gouvernement chinois, ce qui rend cette entreprise politiquement exposée, on va dire. Mais en tout cas, moi, je suis investi dans les deux entreprises. J'ai une assez grosse position sur Alibaba et je ne sais pas, mais en fait, le potentiel, là, on peut rêver. Mais dans un monde normal, il devrait avoir des ratios pareils comme Amazon. Mais pour l'instant, le graphique est baissier. Donc le graphique est baissier, mais si vous êtes investisseur, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça vous permet de rentrer dans une valeur de grande qualité à des prix plus qu'abordables. Vraiment plus qu'abordables. Je n'ai aucune idée de revendre Alibaba. Je veux la garder à long terme, même à très long terme. Et je crois que quand même les dirigeants chinois ils sont suffisamment raisonnables pour ne pas tuer une pépite comme ça, une pépite nationale. Mais en tout cas, après la politique, ça c'est autre chose. Donc potentiellement, si on regarde les graphiques long terme, potentiellement on peut encore descendre. Mais en revanche, on ne peut pas descendre si loin. Là, on est vraiment très proche à des niveaux intéressants. Et après, on devrait évoluer dans le canal haussier que nous avons observé depuis 2017. Je ne veux pas faire de conseils d'investissement, honnêtement, parce que je ne suis pas professionnel. Je vous répète ça toujours, mais en tout cas, au cours actuel, et les fondamentaux, et le macro, parce que macro, la post-Covid, évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui achètent sur Internet. Et la technique sont là pour cette valeur-là. Donc, c'est franchement, si ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut acheter Alibaba, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut l'acheter. Dans ce cas-là, vous croyez que Jack Ma sera mis en prison et la société sera démantelée. Donc, si c'est votre vision, dans ce cas-là, effectivement, il ne faut pas le faire. Mais si ce n'est pas votre avis, moi, ce n'est pas mon avis. Moi, je vois tout à fait le retour vers des niveaux qui semblent stratosphériques aujourd'hui. Et ça, c'est à long terme. On peut le garder 5 ans, 10 ans, si vous voulez, quand vous voulez. Donc voilà, ça, c'est vraiment une valeur excellente. Un petit peu la même image pour Baidu. Ça, c'est un équivalent de Google chinois dans lequel aussi j'ai des actions. Ici, l'image technique un peu plus rassurant. Donc là, on voit que Nathan, encore une fois, le niveau de la moyenne mobile de 200 jours. Ça, oui, c'est la moyenne mobile de 200 jours. Et on peut s'y positionner, on peut reprendre la hausse. Là, j'ai une petite hausse sur Baidu, parce que je l'ai acheté pas cher. Et du coup, maintenant, j'attends une certaine reprise. Mais après, encore une fois, vu que c'est de la politique, vu que c'est de la Chine, je ne sais pas quand est-ce que ça va se réaliser. Donc, mais encore une fois, avec ces valeurs-là, je dorme tranquille, je suis tranquille biche, comme je dis maintenant. C'est vraiment pour moi, les investissements dans les entreprises comme Alibaba, comme Baidu, comme Roche Holding, comme Amazon, ça c'est des investissements tranquilles biche. C'est quelqu'un qui veut dormir tranquille, investir à long terme et oublier. Pour moi, je pense que ce sont des valeurs qu'il faut garder dans le portefeuille et vous n'êtes même pas obligé de regarder les évolutions de ces titres tous les jours pour ne pas se faire stresser. En tout cas, moi je pense que la Chine va quand même vouloir maintenir sa dominance aussi dans cette sphère de la haute technologie et donc Baidu
Et il va passer par certaines périodes de risque, certaines périodes de tension avec l'État chinois, mais je ne pense pas qu'à long terme, ça représente quelque chose de dangereux pour les investisseurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez profiter de ce beau temps qui s'est installé en France. C'était un petit peu long, je sais, mais j'espère que quand même ça vous a rendu de bonne humeur cette vidéo de dimanche. Donc profitez aussi du foot, du championnat de foot qu'on peut enfin regarder après tous ces Covid, etc. Donc sortez, prenez de l'air. Et soyez vigilants, la semaine prochaine sera volatile, donc j'espère que vous avez pris les bonnes décisions. J'espère que cette décision a été prise avec l'aide de la chaîne Mind de Cash. J'espère que toutes mes vidéos vous permettent de mieux choisir les investissements et d'adapter votre stratégie en fonction de l'environnement macroéconomique. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un like avant de partir. Pour moi, c'est super important pour que je puisse faire évoluer cette chaîne. Partagez cette vidéo également à vos amis qui s'intéressent à la bourse et rejoignez la chaîne Telegram où vous allez pouvoir trouver plein d'informations intéressantes. Allez, bon dimanche, à très bientôt, Mind de Cash.